À l'heure actuelle, vos achats sont dispersés dans des dizaines de bases de données. La banque voit une chose, le fisc en voit une autre, le fournisseur d'accès Internet en voit une troisième. Pour obtenir une image complète de votre vie, il faut un mandat, du temps et un motif. Mais dans quelques années, tout cela se retrouvera dans un seul registre. Chaque centime, chaque achat. Et il n'y a qu'une seule technologie qui n'a pas pu être contrôlée. Je m'appelle Monsieur Dark Web et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les mathématiques pures sont la dernière chose qui vous sépare d'une surveillance totale. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir au tout début. Dans les années 90, à l'époque où Internet en était encore à ses balbutiements et où les personnes qui comprenaient son véritable potentiel pouvaient tenir dans une seule pièce. En 1992, 3 personnes se sont réunies dans un petit local à San Francisco. Tim May, ancien ingénieur chez Intel, Eric Hughes, mathématicien à Berkeley, et John Gilmore, l'un des premiers employés de Sun Microsystems. Ils n'étaient ni des hackers, ni des criminels. C'étaient des gens qui avaient vu l'avenir avant les autres, et cet avenir les effrayait. Leur idée était simple mais radicale. À une époque où toutes les communications passaient progressivement au numérique, la confidentialité ne pouvait plus reposer sur la confiance accordée à l'État. Elle devait être assurée par des moyens techniques, par les mathématiques, par le code. C'est ainsi qu'est né le mouvement qui sera plus tard appelé cypherpunk. Leur manifeste, rédigé par Hughes, tenait en quelques paragraphes, mais l'idée principale était la suivante. La vie privée n'est pas synonyme de secret. Le secret, c'est quand personne ne sait ce que vous avez fait. La vie privée, c'est quand vous décidez vous-même à qui vous voulez en parler. Et le seul moyen fiable de protéger ce droit dans le monde numérique est le cryptage. Ils n'allaient pas aux manifestations, ils ne signaient pas de pétitions. Leur slogan était différent, les cryptopunks écrivent du code. Et c'est ce qu'ils faisaient. L'un de ceux qui ont pris cet appel au pied de la lettre était Phil Zimmermann, un programmeur du Colorado, militant pour le désarmement nucléaire, convaincu que la technologie pouvait protéger les gens contre l'arbitraire. En 1991, il a créé un programme qui a changé le cours de l'histoire. Il s'appelait PGP, pour Pretty Good Privacy, une confidentialité assez bonne. Un nom modeste pour un outil qui, pour la première fois, donnait aux gens ordinaires accès à un niveau de cryptage militaire. Avant, PGP, la cryptographie forte était l'apanage des États, des armées, des services secrets. Le citoyen lambda ne pouvait même pas crypter un email pour empêcher quiconque de le lire. Zimmermann a changé cela. Il a mis PGP en ligne le 6 juin 1991 et a envoyé le lien à quelques amis. En une semaine, le programme avait été téléchargé par des milliers de personnes, en un mois par des dizaines de milliers. PGP s'est répandu sur le réseau comme un virus et il était impossible de l'arrêter. C'est alors que débuta ce qui allait plus tard être appelé la première guerre cryptographique. Eh bien voilà, le fait est que, selon les lois des États-Unis de l'époque, un cryptage puissant était assimilé à une arme, littéralement. Les logiciels cryptographiques défiguraient sur la même liste que les systèmes de missiles et les avions de combat. L'exportation de systèmes de cryptage hors des États-Unis était soumise aux mêmes règles que l'exportation de munitions. Et Zimmermann, en mettant PGP à la disposition du grand public sur Internet, a en fait exporté des armes vers tous les pays du monde en même temps. Une enquête pénale a été ouverte contre lui. Pendant 3 ans, le FBI et le ministère de la Justice ont tenté de le poursuivre pour violation de la loi sur l'exportation d'armes. Il risquait jusqu'à 10 ans de prison. Mais les cryptographes ont répondu comme ils savaient de le faire, avec un code et de l'ingéniosité. Ils ont imprimé le texte source complet de PGP sous forme de livre. Un livre papier ordinaire. Parce que les livres sont protégés par le premier amendement de la Constitution, la liberté d'expression. Vous pouvez sortir un livre du pays. Vous ne pouvez pas sortir des munitions, mais si les munitions sont imprimées sur papier, elles deviennent liberté d'expression. Ce livre a été envoyé à l'étranger, où il a été scanné, le texte a été reconnu et recompilé en un programme fonctionnel. Le gouvernement s'est retrouvé pris au piège de ses propres lois. En parallèle, l'administration Clinton a tenté une nouvelle fois d'exercer un contrôle. En 1993, un projet appelé Clipperchip a vu le jour. Il s'agissait d'une puce de cryptage pour téléphone qui devait devenir la norme. Cela semblait raisonnable, une communication sécurisée pour tous. Mais il y avait un hic. Chaque puce intégrait ce qu'on appelle une porte dérobée, une clé cachée conservée par le gouvernement. Si les services secrets avaient besoin d'écouter votre conversation, ils pouvaient la décrypter à tout moment, à votre insu, sans décision de justice. Les cryptographes ont tiré la sonnette d'alarme. Le public a progressivement pris conscience de l'ampleur du problème. Et en 1996, des chercheurs de Bell Labs ont découvert une vulnérabilité critique dans la conception même de la puce qui permettait de contourner la porte dérobée et de rendre l'écoute inutile. Le projet Clipperchip a été abandonné.
Mais le coup décisif n'a pas été porté par un ingénieur ou un programmeur, mais par un mathématicien. Daniel Bernstein, un étudiant diplômé de Chicago, a intenté un procès contre le gouvernement des États-Unis. Son argument était simple, le code mathématique est une forme de discours. Et le discours est protégé par la Constitution. Le tribunal a donné raison à Bernstein. La décision rendue dans l'affaire Bernstein contre le ministère de la Justice a créé un précédent qui a effectivement légalisé la diffusion du cryptage en Amérique. En 2000, les restrictions à l'exportation de la cryptographie ont été levées. L'enquête contre Zimmerman a été classée sans suite. Les cypherpunks ont gagné. Mais voilà le problème. Ils ont gagné la bataille pour le cryptage des communications, pour la protection des données, pour le droit à la confidentialité des communications. Cependant, une question restait en suspens. Une question qui les tourmentait depuis le début, depuis les premiers messages envoyés dans la liste de diffusion des cypherpunks. Comment créer de l'argent impossible à tracer? Ils ont essayé. David Chaum a créé DigiCash dès 1989. Wei Dai a décrit le concept de B-Money en 1998. Nick Szabo a développé l'idée de BitGold. Adam Back a inventé Hashcash, un système de preuve de travail qui servira plus tard de base au Bitcoin. Mais aucun de ces projets n'a vraiment fonctionné. Puis, en 2008, une lettre d'un inconnu a été publiée sur un forum consacré à la cryptographie. Il s'appelait Satoshi Nakamoto. Il affirmait avoir résolu un problème qui occupait les meilleurs cerveaux de la cryptographie depuis 20 ans. Il ne s'était pas trompé. Mais le résultat final n'était pas du tout celui espéré par les CryptoPunks. Chapitre 2, le piège transparent. Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto a lancé le réseau Bitcoin. Premier bloc. Première transaction, le début d'une nouvelle ère, l'idée que les meilleurs cryptographes de la planète n'avaient pas réussi à concrétiser pendant 20 ans a enfin vu le jour. Une monnaie numérique décentralisée, sans banque, sans intermédiaire, sans contrôle de l'État. Le monde de la cryptographie était en liesse. Il semblait que le rêve des cypherpunks était enfin devenu réalité. De l'argent impossible à geler, à confisquer ou à tracer. Mais le dernier point, celui qui concerne l'impossibilité de tracer, s'est avéré être la plus grande illusion de l'histoire de la finance numérique. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre une chose simple. Le Bitcoin est un registre public. Chaque transaction, chaque adresse de l'expéditeur et du destinataire, chaque montant, tout cela est enregistré dans la blockchain et y reste pour toujours. En libre accès, pour tous. C'est comme si chacune de vos opérations bancaires était publiée sur un tableau d'affichage au centre-ville. Oui, à la place de votre nom, il y a une longue série de caractères. Mais cette série de caractères n'est pas un masque. C'est une vitre fine à travers laquelle on peut tout voir si on le souhaite. Au début, cela n'avait pas d'importance. Le Bitcoin était utilisé par des passionnés, des programmeurs, des idéalistes. Les montants étaient de modestes et l'intérêt des services spéciaux minime. Mais tout a changé en 2011 avec l'apparition de Silk Road, le premier grand marché du Darknet qui acceptait les paiements en Bitcoin. Drogue, faux documents, outils de piratage, tout était vendu contre cette crypto-monnaie anonyme. Son fondateur, connu sous le pseudonyme de Dread Pirate Roberts, était convaincu que le Bitcoin le rendait invulnérable. Il se trompait, et son erreur lui a coûté sa liberté. Je ne vais pas raconter en détail l'histoire de Silk Road, elle mérite un article à part entière. Je dirais juste une chose, c'est son effondrement qui a montré au monde entier que le Bitcoin n'est pas une monnaie anonyme. C'est un dossier parfait. Le FBI a tracé plus de 700 000 Bitcoins liés à Silk Road. Chaque pièce, chaque transfert, chaque portefeuille. Tout était enregistré dans la blockchain et tout cela n'a pas disparu. Il ne restait plus aux services spéciaux qu'à relier les adresses à des personnes réelles. Et pour cela, des entreprises sont apparues qui ont transformé la transparence du Bitcoin en arme. La principale d'entre elles est Chainalysis. Elle a été fondée en 2014 à New York par Michael Gronager et Jonathan Levin. Ces deux hommes ont compris une chose simple. Si chaque transaction Bitcoin est publique, il est possible de dresser une carte de tous les flux financiers dans le monde des crypto-monnaies. Et de vendre cette carte à ceux qui sont prêts à payer le plus cher pour l'obtenir, les gouvernements. Leur technologie fonctionnait à peu près comme ça. Imagine un énorme réseau social, mais avec des portefeuilles à la place des gens et des transferts à la place des liens d'amitié. Chainalysis a appris à regrouper les portefeuilles appartenant à un même propriétaire, à suivre la destination de l'argent après chaque transaction et à comparer tout cela avec les données des bourses où les utilisateurs sont soumis à une vérification d'identité. Il suffit d'une seule connexion à la bourse avec votre passeport pour que toute la chaîne de vos transferts anonymes soit liée à votre nom. En 2025, Chainalysis fournissait ses services à plus de la moitié des services de police européens, au FBI, à Europol, au fisc américain et à des dizaines d'autres agences à travers le monde. Leur logiciel s'appelait Reactor, un nom qui décrivait parfaitement son essence. Un réacteur qui transformait le flux opaque des transactions en crypto-monnaie en une carte claire et lisible.
Et les résultats ne se sont pas fait attendre. En 2021, le groupe DarkSide a attaqué le pipeline Colonial Pipeline, qui alimente en carburant près de la moitié de la côte est des États-Unis. L'entreprise a payé une rançon d'environ 5 millions de dollars en bitcoin. Les pirates pensaient être en sécurité. Mais le FBI, à l'aide d'outils d'analyse de la blockchain, a suivi le mouvement des fonds à travers la chaîne de portefeuille et a récupéré la majeure partie de la rançon en quelques semaines. En 2023, un cas encore plus révélateur s'est produit. Le groupe de hackers Scattered Spider a attaqué un casino à Las Vegas et a obtenu une rançon de 15 millions de dollars en bitcoin. Ils ont divisé l'argent, transféré une partie via un pont blockchain vers un autre réseau et ont tenté de le retirer via une bourse peu connue. Le FBI a suivi chacun de leurs mouvements. Les graphiques Chainalysis Reactor ont enregistré chaque transfert, chaque ramification, chaque tentative de dissimulation. Les fonds ont été gelés sur le pont, puis bloqués sur la bourse. Les criminels se sont retrouvés avec de l'argent qu'ils ne pouvaient en pas dépenser, comme s'ils avaient entre les mains une pile de billets marqués. La procureure générale Lisa Monaco, annonçant la plus grande confiscation financière de l'histoire du ministère de la Justice, la restitution de 3,5 milliards de dollars en bitcoin volés à la bourse Bitfinex, a prononcé une phrase qui a mis fin au mythe de l'anonymat. La crypto-monnaie n'est pas un refuge pour les criminels, et elle avait raison, du moins en ce qui concerne le bitcoin. Au milieu des années 2020, la situation est devenue très claire. Chaque pièce jamais envoyée via le réseau Bitcoin a laissé une trace indélébile. Les sociétés d'analyse de la blockchain sont devenues une industrie pesant plusieurs milliards de dollars. Les gouvernements ont obtenu un outil dont ils ne pouvaient que rêver auparavant. La possibilité de voir chaque flux financier, chaque connexion, chaque transaction en temps réel. Le Bitcoin n'est plus un bouclier contre la surveillance, mais son meilleur ami. Mais dans les profondeurs d'Internet, parmi ceux qui se souvenaient des idéaux initiaux des cypherpunks, une autre idée mûrissait. Si Bitcoin est un échec en matière de confidentialité, alors il faut trouver autre chose. Quelque chose de construit différemment, à partir de zéro, selon d'autres règles. Et en 2014, alors que le monde n'avait pas encore pris conscience de l'ampleur de la transparence du Bitcoin, un groupe de développeurs anonymes a lancé une crypto-monnaie qui promettait l'impossible, des transactions intraçables. Non pas parce que les traces étaient d'eau cachée, mais parce qu'elles n'existaient tout simplement pas. Le 18 avril 2014, un message est apparu sur le forum Bitcoin Talk qui n'a pas particulièrement attiré l'attention. Un anonyme sous le pseudonyme Thankful_for_today a présenté un projet intitulé BitMonero, un fork du protocole peu connu Cryptonote. L'idée était ambitieuse, mais l'auteur a rapidement perdu la confiance de la communauté. Il prenait des décisions seul, ignorait les suggestions des développeurs et tardait à publier les mises à jour. Au bout de quelques semaines, un groupe de participants lui a tout simplement retiré le projet. Ils ont renommé la crypto-monnaie en supprimant le préfixe « bit » de son nom. Il ne restait plus qu'un seul mot. En espéranto, cela signifiait « monnaie », « Monero ». Dès le début, ce projet a été construit selon d'autres règles. Pas de fondateur visionnaire, pas d'entreprise derrière, pas d'ICO, ni de prévente de pièces aux développeurs. Juste un groupe de cryptographes qui voulaient faire ce que Bitcoin n'avait pas réussi à faire, créer une monnaie qui soit vraiment intraçable. Pour ce faire, ils ont utilisé 3 outils mathématiques, chacun comblant une faille spécifique du système. Le premier outil, ce sont les signatures circulaires. Elles permettent de savoir qui a envoyé l'argent. Dans Bitcoin, lorsque vous effectuez un transfert, la blockchain indique clairement quel portefeuille a débité les fonds. C'est comme si vous payiez par carte dans un magasin et que le ticket de caisse indiquait non seulement ce que vous avez acheté, mais aussi votre numéro de compte bancaire complet. Monero fonctionne différemment. Lorsque vous envoyez une transaction, le système prend automatiquement 15 transactions aléatoires provenant de la blockchain et les mélange avec la vôtre pour former un seul anneau. Les 16 transactions sont identiques. Il est mathématiquement prouvé qu'il est impossible de déterminer laquelle est la vraie. C'est comme si 16 personnes signaient simultanément un même chèque et qu'aucun expert au monde ne pouvait dire quelle signature est la vraie. Le deuxième outil, ce sont les adresses cachées. Elles répondent à une autre question. À qui l'argent est-il envoyé ? Dans Bitcoin, si quelqu'un vous transfère des fonds, n'importe qui peut voir à quelle adresse ils ont été envoyés. Et si cette adresse a déjà été associée à votre nom, par exemple via une bourse, tout l'historique de vos transactions devient accessible à tous. Dans Monero, chaque fois que quelqu'un vous envoie de l'argent, le système génère une toute nouvelle adresse à usage unique. Cette adresse n'existe que pour une seule transaction et n'est jamais réutilisée. Même si vous connaissez l'adresse publique du destinataire, vous ne pouvez pas trouver ces transactions dans la blockchain. C'est comme si vous changiez de boîte aux lettres tous les jours et que personne, pas même le facteur, ne savait laquelle des milliers de boîtes vous appartient. Le troisième outil est RingCT, les transactions confidentielles en anneaux. Elles masquent le dernier élément, le montant du transfert.
Même s'il est impossible d'identifier l'expéditeur et le destinataire, le montant peut révéler un lien entre les transactions. Si quelqu'un a envoyé exactement 3 entiers et 478 millièmes de pièces, et qu'une heure plus tard, quelqu'un a reçu exactement 3 entiers et 478 millièmes, la coïncidence est trop précise pour être fortuite. RingCT résout ce problème à l'aide de ce que l'on appelle les obligations de Pedersen. Le système prouve mathématiquement que la somme des entrées est égale à la somme des sorties, c'est-à-dire que personne n'a créé de l'argent à partir de rien, mais les chiffres eux-mêmes restent totalement cachés. Aucun observateur ne peut voir combien a été transféré exactement. 3 niveaux de protection, l'expéditeur est masqué, le destinataire est masqué, le montant est masqué. Et tout cela fonctionne par défaut. Chaque transaction sur le réseau Monero est automatiquement anonyme, sans paramètres supplémentaires. Contrairement à certaines autres crypto-monnaies, où la confidentialité est une option à activer manuellement, ici, elle est intégrée dans l'ADN même du système. De plus, Monero utilise le protocole d'Andelion++, un algorithme qui masque l'adresse IP de l'expéditeur lors du transfert de la transaction sur le réseau. Avant que votre transaction n'atteigne le pool commun, elle est transmise de manière aléatoire via plusieurs nœuds, ce qui rend impossible de déterminer d'où elle provient à l'origine. Lorsque les spécialistes de l'analyse blockchain ont découvert Monero pour la première fois, ils ont compris que leurs outils étaits inutiles. Chainalysis, qui suivait alors pratiquement tout l'univers Bitcoin, a publiquement reconnu ne pas inclure Monero dans ses produits analytiques. Leur programme pouvait ne fonctionner avec Dash et Scash, d'autres crypto-monnaies dites privées, mais pas avec Monero. En effet, Dash et Scash ne cachaient les données que si l'utilisateur le souhaitait. Monero cachait tout, toujours, sans exception. Le gouvernement a alors décidé de suivre une autre voie. En septembre 2020, l'administration fiscale américaine, IRS, a lancé un concours ouvert. Le prix, 625 000 $. Objectif, créer un outil capable de briser la confidentialité de Monero. 500 000 $ pour un prototype fonctionnel et 125 000 $ supplémentaires après des tests concluants. Il ne s'agissait pas simplement d'une récompense généreuse, c'était une reconnaissance publique. Le gouvernement le plus riche du monde reconnaissait son impuissance face aux mathématiques. 2 sociétés ont répondu à l'appel d'offres, Chainalysis et Integra FC. Parallèlement, une autre société, CipherTrace, a déclaré avoir déjà créé un outil de suivi Monero pour le ministère de la Sécurité intérieure. La nouvelle a fait le tour de toutes les publications consacrées aux crypto-monnaies. Mais la communauté Monero a réagi avec scepticisme. Et à juste titre. Le directeur de CipherTrace lui-même a reconnu dans une interview que leur approche était probabiliste. Il a déclaré qu'avec Monero, il n'était pas possible d'être aussi précis qu'avec Bitcoin. Il s'agit plutôt d'un jeu de probabilité. On peut dire qu'il y a 98% de chances que l'argent ait été transféré de cette adresse vers celle-là, ou 78% de chances. Mais rien ne peut être garanti. Et en criminalistique, probablement, n'est pas une preuve, c'est une supposition. Et aucun tribunal ne rendra de verdict sur la base d'une supposition. Les années ont passé. Les contrats avec l'IRS ont expiré. Aucun des sous-traitants n'a présenté de preuves publiques que Monero avait été piraté. Aucune affaire judiciaire où la désanonymisation des transactions Monero aurait constitué une preuve clé. Aucune. Et puis, en 2024, une fuite a eu lieu. Une vidéo interne de Chainalysis a été divulguée sur Internet. Il s'agissait d'une présentation destinée à l'administration fiscale dans laquelle la société montrait comment elle suivait prétendument les transactions Monero. La vidéo s'est immédiatement répandue sur les forums consacrés aux crypto-monnaies. La communauté Monero a étudié les documents et a rapidement compris la méthode. Il s'est avéré que Chainalysis n'avait pas piraté les mathématiques. Ils ont contourné le problème. La société a déployé ses propres nœuds sur le réseau Monero, en fait des serveurs factices qui enregistraient les adresses IP de tous ceux qui s'y connectaient. Un ancien membre du comité du fonds Magic Monero les a qualifiés de faux nœuds proxy. La méthode ne fonctionnait pas contre la cryptographie, mais contre les utilisateurs qui ne lançaient pas leurs propres nœuds et se connectaient à ceux d'autres personnes. C'est un point important, ce ne sont pas les mathématiques de Monero qui ont été piratées, mais les personnes qui les utilisaient de manière imprudente. C'est comme si vous achetiez le coffre-fort le plus sûr au monde, mais que vous laissiez le code sur un bout de papier collé à la porte. Le coffre-fort n'y est pour rien. En Finlande, le Bureau national d'enquête a déclaré avoir réussi à suivre les transactions Monero dans l'affaire du pirate informatique Julius Kivimaki. Mais après une analyse approfondie, il s'est avéré que les enquêteurs n'avaient pas suivi Monero lui-même, mais le moment de la conversion de Bitcoin en Monero, c'est-à-dire le point d'entrée où l'anonymat n'était pas encore effectif. Une fois de plus, ce n'est pas la mathématique qui a été compromise, mais l'erreur humaine. La cryptographie Monero a résisté. Mais ceux qui étaient à payer pour contrôler chaque flux financier de la planète n'avaient pas l'intention d'abandonner. Si la technologie ne peut être piratée, on peut toujours pirater l'accès à celle-ci. Et c'est précisément ce qu'ils ont tenté de faire.
Le 6 février 2024, Binance, la plus grande bourse cryptographique au monde, a annoncé qu'elle cessait de soutenir Monero, sans décision judiciaire, sans condamnation, sans preuve de l'implication de la monnaie dans des crimes spécifiques. Simplement, delisting, suppression. Comme si Monero n'avait jamais existé sur leur plateforme. Quelques mois plus tard, OKX a suivi Binance, puis Huobi. Et en octobre de la même année, Kraken, l'une des bourses les plus anciennes et les plus respectées, a annoncé la fin des transactions Monero pour tous les utilisateurs de l'espace économique européen. La date limite pour retirer des fonds était fixée au 31 décembre 2024. Après cette date, tous les soldes Monero restants ont été automatiquement convertis en Bitcoin au taux du marché. La formulation de Kraken semblait presque apologétique. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère. Mais la raison était simple, une pression réglementaire à laquelle il était impossible de résister. En décembre 2024, le règlement MiCA, Markets in Crypto Assets, est entré pleinement en vigueur dans l'Union européenne. Parallèlement aux règles actualisées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, cette loi a expressément interdit aux services de crypto-monnaie de proposer des pièces privées à leurs clients. Elle ne les a pas limitées, il ne les a pas réglementées, il les a interdites. Patrick Hansen, directeur de la stratégie de Circle en Europe, l'a expliqué clairement. Les nouvelles règles interdisent aux plateformes cryptographiques de travailler avec des pièces qui garantissent l'anonymat des transactions. Selon les données de la plateforme analytique Kaiko, en 2024, 60 suppressions de crypto-monnaies privées ont eu lieu sur différentes bourses, soit plus que lors de n'importe quelle autre année depuis 2021. Monero a été la plus touchée, avec un nombre de suppressions multiplié par 6. Mais voici ce qui est remarquable. Aucune de ces bourses n'a supprimé Monero parce qu'elle avait été utilisée dans un crime spécifique. Aucune n'a fait référence à une procédure judiciaire. La raison était la même dans tous les cas. Nous ne pouvons pas nous conformer aux exigences de la loi, car l'architecture de cette monnaie ne nous permet pas de collecter les données qui nous sont demandées. Réfléchissez-y. Cette technologie n'a pas été interdite parce qu'elle est dangereuse. Elle a été interdite parce qu'elle fonctionne trop bien. Riccardo Spagni, l'un des développeurs les plus connus de l'écosystème Monero, a commenté cette situation d'un point de vue qui a semblé paradoxal à beaucoup. Il a déclaré que si Chainalysis était réellement capable de suivre Monero, les régulateurs souhaiteraient au contraire que la crypto-monnaie reste sur les bourses. En effet, une bourse avec vérification d'identité est un point d'entrée idéal pour la surveillance. Ils suppriment Monero non pas parce qu'il est sale, mais parce qu'il s'agit d'une zone d'ombre. Ils ne voient pas ce qui s'y passe et c'est ce qui les effraie le plus. Et que s'est-il passé après la vague de désinscription? Monero a-t-il disparu? Les utilisateurs se sont-ils dispersés? Le réseau s'est-il arrêté? Rien de tel. Selon les données de la société d'études TRM Labs, le nombre de transactions sur le réseau Monero en 2024 et 2025 est resté stable, au-dessus des niveaux enregistrés avant 2022. Les délistings n'ont pas tué la demande, ils l'ont redirigée. Les utilisateurs se sont tournés vers des bourses décentralisées telles que Uniswap et autres plateformes similaires où il n'y a pas d'opérateur central, pas de procédure de vérification d'identité et où la décision de coter une crypto-monnaie n'est pas prise par un conseil d'administration mais par un contrat intelligent. Une partie du volume s'est déplacée vers des plateformes moins réglementées. Selon Kaiko, les bourses Poloniex et Yobit représentaient à l'époque près de 40% de toutes les transactions de crypto-monnaies privées. En 2021, ce chiffre n'était plus que de 18%. Et sur le Darknet, un changement encore plus significatif s'est produit. Selon TRM Labs, en 2025, 48% de toutes les nouvelles plateformes commerciales du Darknet acceptaient exclusivement les paiements en Monero. Pas Bitcoin et Monero, seulement Monero. Il s'agissait d'un chiffre record qui ne signifiait qu'une seule chose. Ceux qui ont réellement besoin d'anonymat ont depuis longtemps fait leur choix. Une situation étrange s'est présentée. Les régulateurs ont exclu Monero du monde légal, mais au lieu d'étouffer la technologie, ils n'ont fait que confirmer sa valeur. L'interdiction est devenue la meilleure publicité. Chaque retrait de la cote criait « Cette monnaie fonctionne si bien que nous ne savons pas quoi en faire ». Mais pendant que cette lutte pour les crypto-monnaies anonymes faisait rage, quelque chose d'autre se préparait en coulisses. Quelque chose de bien plus important que le retrait d'une seule monnaie. Les gouvernements ne se contentaient pas de lutter contre la monnaie privée. Ils créaient un substitut, leur propre monnaie numérique, entièrement contrôlée, entièrement transparente et entièrement soumise à l'État. C'est ce qu'on appelle la monnaie numérique de banque centrale et c'est ce qui pourrait changer à jamais la nature même de la monnaie. Vous vous souvenez comment j'ai commencé cette histoire? Vos données sont dispersées dans des dizaines de bases de données. La banque voit une chose, le fisc en voit une autre. Pour obtenir une vue d'ensemble, il faut un mandat, du temps et un motif. Et bien voilà, il y a des gens qui veulent changer cela.
Et ce ne sont pas des pirates informatiques, ce ne sont pas des criminels, ce sont les banques centrales. En 2025, plus de 130 pays, représentant 98% du PIB mondial, développaient ou testaient activement leurs propres monnaies numériques. Elles sont appelées CBDC, Central Bank Digital Currency, ou monnaie numérique de banque centrale. Derrière ce terme bureaucratique austère se cache peut-être le changement le plus radical dans la nature de la monnaie depuis plusieurs siècles. À première vue, l'idée semble raisonnable. L'argent liquide est en voie de disparition. Les gens paient de moins en moins avec des billets. Les paiements numériques se sont en augmentation. Il est logique que l'État veuille proposer sa propre version de la monnaie numérique, stable, fiable et indépendante des entreprises privées telles que Visa ou Mastercard. Le dollar numérique, l'euro numérique, le yuan numérique, mais le diable est dans l'architecture. Lorsque vous payez en espèces, personne ne sait ce que vous avez acheté. Le billet passe de main en main sans laisser de traces, ce n'est pas un bug. C'est une caractéristique qui existe depuis des milliers d'années et que les gens ont l'habitude de considérer comme normale. Les CBDC fonctionnent différemment. De par leur nature, il s'agit d'un registre numérique centralisé où chaque transaction de chaque citoyen peut être vue par l'émetteur, c'est-à-dire l'État. Pas peut-être demandée par voie judiciaire, pas peut-être obtenue sur ordonnance, mais visible, par défaut, en temps réel. Et ce n'est pas une menace théorique, c'est déjà en train de se produire. La Chine a été la première à lancer un projet pilote de yuan numérique en 2024. Plus de 180 millions de portefeuilles personnels en yuan numérique avaient été ouverts dans le pays. 180 millions de citoyens dont les achats, les virements et les économies sont potentiellement visibles en temps réel par la Banque populaire de Chine. Une ampleur dont aucun service secret n'avait osé rêver dans l'histoire. Mais la Chine, c'est la Chine, me direz-vous. Un régime autoritaire, ils ont d'autres règles. Et qu'en est-il de l'Europe ? La Banque centrale européenne travaille activement au développement de l'euro numérique. En décembre 2024, un deuxième rapport sur l'avancement des travaux a été publié. Les plans sont ambitieux, un lancement pilote est possible dès 2027 et un lancement complet est prévu pour 2029. Le coût estimé du projet est de 1,3 milliard d'euros pour le développement et de 320 millions d'euros supplémentaires par an pour le soutien. La BCE promet des normes élevées en matière de confidentialité. Mais lorsque l'on examine les détails, le tableau est tout autre. Le spécialiste de la protection des données de la BCE a publié un article intitulé « Rendre l'euro numérique véritablement privé ». Cela semble encourageant jusqu'à ce que l'on lise le contenu. En substance, l'article explique que l'euro numérique peut être privé, mais que les paramètres spécifiques de confidentialité seront déterminés par les législateurs. Pas par la technologie, pas par les mathématiques, par les législateurs, c'est-à-dire par des personnes qui peuvent changer d'avis. Et il y a de quoi changer d'avis, parce que la CBDC n'est pas simplement de la monnaie numérique, c'est de la monnaie programmable. Imaginez une monnaie dans laquelle des règles sont intégrées. L'État peut fixer une limite au montant que vous pouvez conserver dans votre portefeuille numérique. Il peut bloquer votre compte d'une simple pression sur un bouton, sans procès ni notification. Il peut limiter ce à quoi vous avez le droit de dépenser votre argent. Il peut fixer une date d'expiration à votre argent. Dépensez-le avant la fin du mois, sinon il sera perdu. Il peut suivre chacun de vos achats en temps réel, de la tasse de café au billet d'avion. Ce ne sont pas des fantasmes. Ce sont des fonctions qui sont discutées dans les documents officiels des banques centrales. L'un des détracteurs du projet, le professeur Patrick Schuffel de la Swiss Business School de Fribourg, l'a formulé ainsi. Avec l'infrastructure CBDC, une technologie sera déployée qui pourra être utilisée à des fins de surveillance et de contrôle comme aucune autre technologie dans l'histoire de l'humanité. Il a ajouté que non seulement chaque achat de la naissance à la mort sera enregistré dans un registre numérique éternel, mais que tout paiement pourra être bloqué d'une simple pression sur un bouton. Schuffel a rappelé que les mêmes promesses de sécurité avaient été faites pour le GPS, les données mobiles, les systèmes de reconnaissance faciale, les bases biométriques, et que chacune de ces technologies avait finalement été utilisée par les gouvernements contre leurs propres citoyens. Mais tous les pays ne suivent pas cette voie de la même manière. En juillet 2025, la Chambre des représentants du Congrès américain a adopté un projet de loi intitulé Anti-CBDC Surveillance State Act, loi contre l'État surveillant total par le biais de la monnaie numérique de la Banque centrale. Le titre parle de lui-même. Le projet de loi interdit à la Réserve fédérale d'émettre directement des dollars numériques pour les citoyens sans l'accord du Congrès. Le député Tom Emmer, auteur de la loi, a déclaré que les bureaucrates non élus ne devraient jamais avoir la possibilité d'émettre unilatéralement une monnaie numérique ou de transformer le dollar numérique en une arme contre nos libertés. La loi doit encore être examinée par le Sénat. Son sort n'est pas encore décidé.
Mais le fait même qu'elle ait été adoptée par la Chambre des représentants montre que même au sein du gouvernement le plus puissant du monde, certains voient une menace. Et en Europe, un sondage réalisé en mars 2025 a montré que 58% des citoyens européens considèrent peu probable qu'ils utilisent l'euro numérique pour leur paiement quotidien. Plus de la moitié. Les gens ne veulent se pas de cet argent, mais personne ne leur demande leur avis. Et c'est là que la boucle est bouclée. D'un côté, il y a les gouvernements qui interdisent les crypto-monnaies anonymes et mettent en place des systèmes de transparence financière totale. De l'autre, il y a les mathématiques qui rendent cette transparence techniquement impossible. Entre les deux, il y a les gens ordinaires qui ne réalisent pas encore ce qui est en jeu. Les cryptographes avaient prévenu il y a 30 ans. Leurs paroles se sont révélées prophétiques, mais ils ont aussi laissé des outils pour lutter. La question est de savoir si nous aurons le temps de les utiliser. Cette histoire a commencé en 1992, lorsque 3 personnes à San Francisco ont décidé que les mathématiques pouvaient mieux protéger la liberté que la loi. Ils avaient raison. Leurs idées ont survécu aux poursuites judiciaires, aux interdictions d'exportation, aux puces avec des portes dérobées et à 3 décennies de tentatives visant à contrôler le cryptage. Puis le Bitcoin est arrivé et les gens ont cru avoir trouvé une monnaie anonyme. Ils se sont trompés. Le Bitcoin s'est avéré être non pas un bouclier mais un miroir, il montrait tout à tout le monde. Les services spéciaux ont appris à lire la blockchain plus vite que les criminels n'ont appris à s'y cacher. Puis, Monero est apparu et pour la première fois dans l'histoire de la finance numérique, les mathématiques se sont avérées plus fortes que l'État. Pas de ruse, pas de contournement, pas d'exploitation, de la cryptographie pure qui a rendu la surveillance techniquement impossible. L'IRS offrait 625 000 $ pour le piratage. Chainalysis a déployé des nœuds de substitution, les enquêteurs finlandais ont fouillé les points de conversion, personne n'a brisé les mathématiques. Personne. Ils sont alors passés au plan B. Si on ne peut pas suivre, il faut interdire. Si on ne peut pas interdire, il faut remplacer. Retirer l'argent privé de la circulation légale et proposer à la place le leur, totalement transparent, totalement contrôlé, totalement soumis. Le yuan numérique est déjà opérationnel. L'euro numérique est en passe d'être lancé. Plus de 130 pays développent leur propre version. Le monde s'oriente vers un système où chaque centime, chaque virement, chaque achat sera enregistré, analysé et conservé à jamais. Non pas dans des dizaines de bases de données dispersées, comme c'est le cas actuellement, mais dans un registre unique, sous un contrôle unique. Et de l'autre côté, il y a la formule. Les signatures circulaires, les adresses furtives, les engagements de Pedersen. Les mathématiques, qui ne dépendent pas de la politique, ne sont pas soumises au décret et ne changent pas lorsque le gouvernement change. Elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas. Et pour l'instant, elles fonctionnent. Mais cette fenêtre n'est pas infinie. Chaque retrait de la cote, chaque nouvelle loi, chaque restriction réduit l'espace dans lequel cette mathématique peut exister. La technologie est puissante. Mais la technologie est inutile si personne ne peut l'utiliser. Les cryptographes le croyaient, que le code était plus fort que la loi. Pendant 30 ans, cela a été vrai. La question est de savoir si cela restera vrai demain. Parce que dans un monde où l'argent devient transparent, la vie privée n'est pas un luxe. Ce n'est pas un caprice. Et ce n'est certainement pas un crime. C'est un droit. Le droit de décider soi-même à qui et quoi révéler de soi-même. Ce même droit dont parlait Eric Hughes dans son manifeste il y a 30 ans. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, que vous n'avez rien à cacher et aucune raison de vous dissimuler, rappelez-vous une chose, le droit à la vie privée n'existe pas pour protéger ceux qui ont quelque chose à cacher, il existe pour protéger tout le monde, car un monde dans lequel vous n'avez pas ce droit est un monde dans lequel quelqu'un d'autre décide à votre place de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Et ce monde est plus proche que vous ne le pensez. Je m'appelle Mr Dark Web. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Réfléchissez, décidez par vous-même et n'oubliez pas, pour l'instant, les mathématiques se sont de votre côté.